Madame la rectrice, Mesdames les vice-rectrices, Messieurs les vice-recteurs, Madame la secrétaire générale, représentantes et représentants des médias, très chers membres de la communauté, bonjour. Mon nom est Simon Laperroche, je suis directeur adjoint Relations publiques et médias à ULaval Communication et j'ai le privilège d'animer la conférence de presse de la rentrée cette année. Merci de vous joindre à nous, que ce soit en présence ou à distance sur la salle de presse YouTube de l'Université pour cette maintenant traditionnelle conférence de presse de la rentrée qui est à chaque année, on le voit dans la salle, toujours aussi courue. Merci d'être là. Aujourd'hui, prendront la parole dans l'ordre la rectrice de l'Université Laval, Mme Sophie Damour, le vice-recteur exécutif et vice-recteur aux ressources humaines et aux finances, André Darbo, la vice-rectrice aux études et aux affaires étudiantes responsable de la santé, Katia Bergeron, la vice-rectrice à la recherche, à la création et à l'innovation, Eugénie Bouillet, le vice-recteur aux infrastructures et à la transformation, René Lacroix, le vice-recteur aux affaires internationales et au développement durable, responsable de l'EDI et de la philanthropie, François Gélineau, et la secrétaire générale de l'Université, Anne-Marie Laflamme. Sur ce, après les quelques prises de parole des personnes que je viens de présenter, une période de questions pour les journalistes sera faite. Il y a aussi des entrevues individuelles. Si jamais on veut pousser un sujet un peu plus loin, on pourra aussi organiser cela avec l'ensemble des personnes qui sont devant, sinon d'autres intervenants là, au besoin selon la nature des questions. Sans plus attendre donc, la rectrice de l'Université Laval, Mme Sophie Damour. Merci Simon, merci. Bonjour à toutes et à tous. Oui. Quel plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Je tiens à saluer en particulier, très chaleureusement, les membres de notre communauté. Alors, les professeurs, l'ensemble des employés, les étudiantes et étudiants et l'équipe de direction qui m'accompagne aujourd'hui. D'abord, laissez-moi féliciter notre communauté universitaire pour leur engagement remarquable envers la mission de l'université, la communauté de Québec et ses besoins. Forbes a reconnu cet été l'Université Laval comme l'organisation qui possédait la plus forte culture organisationnelle au Canada. Une reconnaissance qui vient mettre en évidence l'engagement, le talent et la collaboration de la communauté universitaire. Elle met aussi en évidence la recette de notre institution et explique en partie ses beaux succès. Alors, vous ne serez pas surpris que je vous en parle aujourd'hui, car devant les grands défis qui se présentent à nous, ici à Québec et au Québec, il est essentiel de travailler ensemble, d'agir ensemble, d'avoir de l'ambition ensemble. Lorsque nous avons réalisé le plan stratégique de l'Université Laval en 2022-2023, nous avons identifié les forces en présence qui pouvaient avoir un impact important sur les universités dans les années à venir. Nous cherchions à anticiper les effets de ces forces. Nous avions choisi d'être très attentifs aux défis émergents qui, selon nous, auraient un impact sur l'évolution de l'enseignement supérieur, ici et ailleurs. La diversification des profils étudiants, la transformation numérique, l'arrivée de l'IA dans la vie de tous les jours, l'internationalisation, les incertitudes climatiques, géopolitiques et socio-économiques. Je vais vous dire qu'aujourd'hui, à presque mi-parcours, force est de constater que nous avions misé juste. En effet, nous avons posé au cours des dernières années plusieurs gestes significatifs qui ont eu des retombées très importantes pour l'université et ses partenaires, et plus spécifiquement pour la communauté de Québec. En rafale, je vous en nomme quelques-uns. Le Carrefour international Brian Mulroney, l'École supérieure en études internationales, le complexe scientifique de l'Institut nordique du Québec, le Cercle des premiers peuples, ULaval Monde, le remarquable leadership de l'Université en intelligence artificielle, le développement soutenu en formation tout au long de la vie, le plan d'action en santé mentale, le grand défi ULaval, et j'en passe. La communauté de l'Université Laval a fait beaucoup déjà. Nous avons vraiment eu un impact très positif sur la société, un impact plus important. Bien sûr, il reste encore des choses à faire. Alors maintenant, je vais laisser mes collègues vous parler de quelques autres réalisations et de grandes initiatives que nous porterons ensemble cette année.
Merci. 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 Merci beaucoup, Madame Lamour. Merci beaucoup. Est-ce que moi, j'ai encore le micro? Oui. Alors, je vais passer la parole à mon collègue, André Darbo, vice-recteur exécutif, vice-recteur aux ressources humaines et aux finances. Merci beaucoup, Sophie. Alors, c'est avec beaucoup de fierté que je souhaite partager quelques faits marquants de la rentrée. C'est toujours l'occasion de faire le point. L'Université Laval poursuit sa mission d'enseignement et de recherche en se donnant les moyens d'attirer et de retenir les meilleurs talents. Nous avons accueilli au cours de la dernière année, c'est plus de 90 nouveaux professeurs et nouvelles professeurs au cours de la dernière année, comme je le disais. C'est un total de plus de 250 embauches au cours des 3 dernières années. Alors, ces chiffres témoignent de notre volonté de renforcer l'excellence de notre corps professoral et d'assurer un environnement académique stimulant pour nos étudiantes et nos étudiants et les préparer à faire face aux grands défis de la société. Cependant, cette croissance et cette ambition se déploient dans un contexte financier exigeant, comme vous le savez. Le financement de l'Université Laval, comme celui des autres universités, demeure critique et nous devons collectivement nous préparer à traverser des années plus difficiles. Les pressions budgétaires sont réelles et nécessitent de la créativité, de la rigueur et une capacité d'adaptation pour continuer à offrir une formation et une recherche de haut niveau. Malgré ces défis, nous avons une excellente nouvelle. Alors, l'Université Laval attire toujours plus de jeunes Québécoises et Québécois. L'Université Laval enregistre cette année une hausse de 350 inscriptions d'étudiantes et d'étudiants provenant directement du réseau collégial québécois, soit une hausse de 7 %. C'est un signe fort. C'est un signe que notre université demeure un choix de premier plan pour poursuivre des études supérieures et contribuer à l'innovation, à la culture et au développement de notre société. Ensemble, nous avons la responsabilité de bâtir l'avenir de notre université, de défendre son financement et de préserver son rôle unique au service de la société québécoise. Plus que jamais, notre cohésion et notre capacité d'agir collectivement seront nos meilleurs atouts pour relever les défis qui s'annoncent. Merci. Merci beaucoup, M. Darbo. Maintenant, je présente Katia Bergeron. Je pense que toutes les présentations ont été faites au début, alors je vais aller juste avec les noms. La parole donc à Mme Katia Bergeron, vice-rectrice aux études, aux affaires étudiantes et responsable de la santé. Merci beaucoup, Simon. À mon tour de vous saluer toutes et tous. À l'Université Laval, l'année 25-26, ce sera celle de la littératie en intelligence artificielle. Notre université est déjà à pied d'œuvre en IA et elle va vraiment poursuivre son impulsion. L'ensemble de la communauté universitaire aura accès à une programmation d'activités durant toute l'année. Des conférences, des ateliers, des capsules vidéo, une exposition, un outil aussi d'autodiagnostic des compétences en IA. Il y aura beaucoup d'autres choses. Au plan des études, plus spécifiquement, eh bien, nous accélérerons notamment la formation de la communauté étudiante en intelligence artificielle. Notre ambition, c'est que l'ensemble des étudiantes et des étudiants soient égaux face aux possibilités de l'IA et que chaque personne puisse développer une pratique éthique de son usage. Nous intensifierons aussi nos initiatives par, pour et avec les premiers peuples. Depuis déjà plusieurs années, nous sommes fortement engagés à mettre en place de bonnes conditions d'accueil et surtout de réussite pour nos étudiantes et nos étudiants issus des communautés autochtones. À titre d'exemple, nous avons développé des cours, des programmes qui répondent à leurs besoins dans le respect de leur culture. Nous actualiserons notre plan d'action pour nous assurer de poser les bons gestes, d'avoir les bonnes priorités, d'y donner un autre élan puis d'accélérer la cadence. C'est un travail d'équipe. Avec notre Bureau des premiers peuples, avec nos facultés, nos services, en demeurant toujours à l'écoute des communautés. Finalement, considérant les enjeux actuels de besoins de relève en santé et en services sociaux, j'aimerais prendre quelques minutes pour vous dire quelques mots sur ces secteurs spécifiques. Dans ces domaines, nous accueillons cette session-ci des cohortes records dans plusieurs programmes. Vous savez à quel point les besoins de relève sont grands.
C'est un énorme défi pour la Ville de Québec, plus largement pour le Québec, spécifiquement dans les régions. Nous avons donc mis beaucoup de travail et d'efforts pour se donner la capacité d'accueillir et de former davantage d'étudiantes et d'étudiants en médecine, en sciences infirmières, en pharmacie, dans les programmes de réadaptation, en psychologie, en travail social, en criminologie, en psychoéducation, en sexologie, pour répondre aux besoins actuels et futurs de toute la population québécoise. Notre responsabilité, c'est de bien préparer les personnes inscrites dans un programme en santé à tout type de pratiques professionnelles, incluant celles en région, qui comportent des spécificités. Tout juste avant l'été, j'étais en tournée avec des doyennes et des doyens, des directrices, directeurs de programme, des professeurs. Nous avons rencontré de nombreux partenaires santé en région, dans les 6 et les CIUS, pour mieux comprendre leurs besoins, pour développer des projets avec eux, déployer encore plus de stagiaires en région en leur offrant la meilleure expérience possible. Merci beaucoup, Mme Bergeron. Maintenant, la parole à la vice-rectrice à la recherche, la création et l'innovation, Eugénie. Oui, bonjour. Bonjour à tous et toutes. Alors, comme vous le savez, l'intelligence artificielle est aujourd'hui devenue une technologie incontournable. Katia en disait quelques mots il y a quelques instants. Et notre université est bien équipée pour être à la fine pointe de ces développements, tant du point de vue technologique avec l'Institut Intelligence et Données, que sur le plan de l'étude des impacts sociétaux de cette technologie avec l'OPIA. Au cours de la dernière année, on a lancé une grappe de calcul pour l'IA qui sert toute la communauté de recherche canadienne. Et dès cette année, on va déployer de nouvelles capacités de calcul dans des installations à la fois ultra performantes et respectueuses de l'environnement. La pandémie nous a rappelé un fait essentiel, l'importance de l'autonomie scientifique. L'université contribue directement à cet enjeu, grâce à de nouvelles installations et à la création d'une chaire d'excellence en recherche du Canada sur la biologie et le contrôle des virus respiratoires zoonotiques et pandémiques. Nous nous positionnons en leader pour anticiper et contrecarrer les prochaines menaces virales. En d'autres termes, on veut mieux se préparer pour mieux protéger la population. L'université a aussi franchi une étape majeure dans son appui à la transformation du secteur agroalimentaire du Québec. Nous dévoilons aujourd'hui une stratégie ambitieuse pour soutenir et contribuer aux objectifs québécois de souveraineté alimentaire avec le déploiement d'un nouveau pôle agrotech. Alors, le projet, évalué aujourd'hui à la hauteur d'environ 300 millions de dollars, répond parfaitement à la nouvelle politique bioalimentaire nationale rendue publique récemment par le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne. Enfin, les bouleversements géopolitiques actuels nous rappellent l'importance de préparer l'avenir dans un autre domaine crucial, la sécurité nationale et économique. Avec nos expertises et nos infrastructures, nous voulons répondre aux besoins stratégiques du pays en matière de souveraineté et de protection des intérêts nationaux. Ça veut dire développer des solutions technologiques de pointe, tester et valider dans des environnements opérationnels complexes, notamment dans le Nord et l'Arctique. Mais au-delà de ces grands chantiers, la recherche, la création et l'innovation avancent chez nous dans tous les domaines du savoir. C'est pourquoi on a voulu célébrer ensemble cette richesse. En mai dernier, on a tenu le tout premier grand rendez-vous de la recherche, de la création et de l'innovation. Plus de 600 personnes, des dizaines de projets, toute la diversité de nos savoirs y étaient réunis. Et fort de succès, j'ai le grand plaisir d'annoncer en primeur aujourd'hui que nous présenterons une deuxième édition de ce grand rendez-vous le 31 mars prochain. Ça va permettre aux acteurs de la grande région de Québec de découvrir nos travaux, d'échanger avec nos équipes et de concevoir ensemble des solutions pour la société. Merci. Merci beaucoup, Mme Bouillet. Maintenant, la parole au vice-recteur aux infrastructures et à la transformation, René Lacroix. Oui, c'est bon.
L'Université Laval s'apprête à franchir une nouvelle étape dans le développement de son campus avec le lancement prochain d'un chantier majeur situé au coin de l'avenue de la Médecine et de la rue de l'Agriculture. À la suite de l'adjudication récente du contrat, les travaux de construction de nouveaux logements universitaires et d'un centre de vie étudiante pourront débuter. Dès l'automne 2027, ce projet offrira 180 unités locatives modernes qui viendront répondre à la pénurie de logements à la région et contribuer à renforcer le caractère accueillant, vivant et dynamique de notre campus. Cette initiative s'inscrit dans un contexte où le parc immobilier de l'université présente d'importants enjeux de vétusté. Les 7 principaux pavillons d'enseignement et de recherche ont maintenant plus de 60 ans et nécessitent des investissements considérables. La réduction par le gouvernement de la capacité annuelle d'entretien et de maintien de ses actifs a contraint l'université à revoir son plan d'investissement et à prioriser les interventions les plus essentielles afin d'assurer la sécurité et la fiabilité de ses infrastructures. Malgré ces efforts soutenus, la situation continue de se détériorer et l'on estime qu'au cours de la prochaine décennie, plus d'1 milliard de dollars devront être investis afin de préserver la qualité et la fonctionnalité des bâtiments. C'est dans ce contexte qu'un projet structurant mobilise une attention particulière, soit le remplacement du pavillon Paul Comtois, identifié comme le plus vétuste, en tout cas un des plus vétustes, sur le campus. Depuis plus de 2 ans, l'Université mène des discussions avec le gouvernement du Québec afin d'obtenir l'autorisation et le financement nécessaire à sa réalisation. Le remplacement plutôt qu'une rénovation apparaît comme une solution plus efficiente et moins coûteuse. Cette orientation permettrait de moderniser les infrastructures de la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation et de soutenir, évidemment, le développement d'une véritable technopole en agriculture et en alimentation. La transformation de l'ancien pavillon Comtois en résidence étudiante viendrait de plus ajouter plus de 200 logements supplémentaires au campus. En parallèle, plusieurs autres chantiers témoignent de l'effervescence actuelle. Les logements destinés au premier peuple progressent et le complexe scientifique de l'Institut nordique du Québec sera complété d'ici le printemps prochain, offrant un lieu fort pour l'expertise et la recherche sur les réalités nordiques et arctiques. Le centre de tennis, dont l'ouverture est prévue pour le prochain printemps 2026, viendra enrichir aussi l'offre sportive du campus. La même année, en août, débuteront les travaux du Carrefour international Brian Mulroney, appelé à devenir un pôle d'expertise et de rayonnement international. Enfin, la construction du pavillon passerelle de la Faculté des sciences de l'éducation viendra compléter cette séquence de transformation importante. Par ailleurs, l'Université a procédé à une révision complète de son système de gestion des stationnements qui était arrivé en fin de vie. Le nouveau modèle, fondé sur le principe de l'utilisateur-payeur, propose une tarification adaptée et équitable selon les périodes d'utilisation, tout en assurant l'autofinancement du service et l'entretien durable de ses infrastructures. Merci. Merci beaucoup, M. Lacroix. Maintenant, la parole au vice-recteur aux affaires internationales et au développement durable, le responsable de l'EDI et de la philanthropie, M. François Gélineau. Merci, Simon. Donc, l'année 2024-25 a été bonne en philanthropie avec la clôture de la campagne majeure du Carrefour international Brian Mulroney. Donc, René et la rectrice en ont fait mention un peu plus tôt. Le succès de cette campagne, qui a permis de recueillir 87 millions de dollars, permettra de contribuer au leadership de l'Université Laval, du Québec et du Canada sur la scène internationale. Sur le plan du développement durable, notre université a maintenu son rang parmi les meilleurs au monde, figurant dans le top 2% du classement d'impact du Times Higher Education. Ce classement, je le rappelle, reconnaît les établissements qui contribuent activement aux objectifs du développement durable de l'ONU. L'Université Laval se distingue également en occupant le 2e rang parmi les universités francophones. Cependant, l'année a aussi été marquée par un recul préoccupant des inscriptions internationales. Déjà, au printemps dernier, on constatait une baisse de 60% des demandes d'admission et on observe actuellement une baisse des nouvelles inscriptions qui sont passées de 2200 en 2023 à 1100 en 2025 en date d'aujourd'hui. Ce déclin, lié aux décisions gouvernementales récentes, affecte notre capacité d'attraction, notre mission de recherche et notre rayonnement francophone. En réponse à cette situation, nous avons déposé un mémoire à la Commission des relations avec les citoyens dans le cadre de la consultation sur la planification de l'immigration. Dans ce document, nous affirmons que les étudiantes et étudiants de l'international ne sont pas un enjeu à contenir, mais une richesse à valoriser. Ils sont essentiels à notre recherche,
à notre francophonie, à notre développement régional. Elles incarnent, ces personnes, notre ambition d'avoir un impact qui dépasse nos murs. Le mémoire propose des recommandations concrètes. Exclure les cycles supérieurs des quotas. Relancer le programme de l'expérience québécoise volet diplômé. Adapter les seuils d'immigration aux besoins du marché du travail. Soutenir la francisation par l'enseignement supérieur et favoriser une régionalisation équitable de l'immigration. En parallèle, nous lançons également une nouvelle campagne internationale pour recruter les meilleurs talents étudiants et professeurs. On y prévoit une page web dédiée au recrutement professoral, une présence accrue dans les foires internationales de recrutement, un accompagnement personnalisé des candidates et candidats admis et un renforcement de notre présence en Europe, notamment via le programme Horizon Europe, nos partenariats stratégiques et une mission institutionnelle dans les pays scandinaves en octobre prochain. Nous travaillons également avec la Ville de Québec pour faire rayonner encore plus l'Université Laval. Cette démarche, nous l'amènerons ensemble car notre impact repose sur notre capacité à mobiliser, à inspirer et à accueillir. Merci. Merci beaucoup, M. Gélineau. Maintenant, la parole à la secrétaire générale de l'Université, Mme Anne-Marie Lafleur. Merci, Simon. Le rôle du secrétariat général n'est pas toujours très connu. Le secrétariat général est responsable de la gouvernance et des affaires juridiques de l'Université Laval et il doit en tout temps veiller à ses meilleurs intérêts. Il apporte son soutien à toutes les instances universitaires, il voit à la protection des renseignements personnels, à la gestion des documents administratifs et des archives, à la délivrance des diplômes et à l'organisation de la collation des grades. En matière de gouvernance, l'Université Laval s'est dotée de nouveaux statuts régissant son mode de fonctionnement qui entrent en vigueur de manière séquentielle depuis hier, le 1er septembre 2025. Ils sont le fruit d'une vaste révision qui visait à les simplifier, les moderniser et les rendre plus flexibles, tout en respectant la conformité législative. Les nouveaux statuts permettent également une plus grande participation de différents membres des groupes de la communauté universitaire à plusieurs de ces instances de gouvernance. Durant la prochaine année, le secrétariat général entend contribuer à l'amélioration et à la vulgarisation du processus de gouvernance et de fonctionnement de l'Université Laval au bénéfice de tous ses membres. En ce qui concerne la gestion des documents normatifs et administratifs, le secrétariat général soumettra des modifications au processus d'élaboration et de révision des nombreux règlements et politiques universitaires pour le rendre plus simple et plus cohérent. Il poursuivra ses démarches visant la standardisation des pratiques en matière de gestion des documents administratifs détenus par les facultés et les services dans un souci d'efficience et de conformité aux lois et aux règlements. Sur le plan des affaires juridiques, la création toute récente du service des affaires juridiques au sein du secrétariat général a permis de regrouper et de structurer l'expertise juridique ainsi que celle en matière de protection des renseignements personnels. Conscient qu'il évolue dans un contexte d'interdisciplinarité, ce service travaillera en étroite collaboration avec les acteurs du milieu universitaire et judiciaire dans un objectif de prévention, d'efficacité et de proportionnalité des actions. Enfin, le secrétariat général veillera à maintenir et à bonifier l'expérience étudiante lors du vaste exercice de la collation des grades qui connaît de plus en plus de succès auprès de notre communauté étudiante. Merci beaucoup, Mme Laflamme. Maintenant, la parole à la rectrice de l'Université, Mme Sophie Lamour, pour un mot de conclusion. Merci, Simon. Merci à vous tous, mes chers collègues que j'apprécie tant. Merci d'être là ce matin et de partager vos ambitions. Vous le constatez, ce n'est pas les projets qui manquent. Il y a beaucoup sur la table de travail pour nous tous. Pour ma part, j'annonce ce matin la mise en place d'un forum permanent sur l'intelligence artificielle à l'Université Laval, un forum qui sera dirigé par René Lacroix. Ce forum animera les discussions sur l'avenir de l'enseignement supérieur et aura pour mandat de proposer une feuille de route pour les 3 prochaines années aux instances de l'Université Laval. Cette initiative, elle s'inscrit dans la continuité des actions déjà entreprises et marque une étape importante dans notre transformation institutionnelle. Ce forum permanent permettra à la fois aux membres de notre communauté universitaire de participer aux réflexions, de s'approprier les connaissances et compétences nécessaires, et à l'université de se définir dans une nouvelle ère où l'IA sera pleinement déployée dans la société. Les transformations importantes sont à nos portes et nous devons nous y préparer. Notre volonté de ne pas être en réaction avec le développement de l'IA doit être claire.
Nous souhaitons doter l'Université d'une vision à moyen et long terme de l'utilisation que nous pouvons faire de l'IA et de ses outils à travers nos missions d'enseignement, de recherche et dans l'accomplissement des tâches quotidiennes de l'ensemble du personnel. Aussi, vous aurez compris qu'on commence cette année universitaire avec détermination. Mais il faut toujours garder à l'esprit que les temps sont difficiles. Il faut garder à l'esprit que les temps sont incertains pour tout le monde. Alors, heureusement, notre communauté est mobilisée pour offrir des opportunités à tous et à toutes, pour continuer à développer les talents précieux pour le Québec. Nous souhaitons pouvoir travailler ensemble pour le bien de nos collectivités, de continuer d'unir nos efforts, sachant que la tempête que nous traversons actuellement est forte maintenant, mais pourra être un petit peu plus forte dans les prochains mois. Alors, ensemble, on pourra y arriver. Là-dessus, je vous remercie. Je remercie tout le monde d'être ici. Merci beaucoup à toutes et à tous. Maintenant, une période de questions pour les journalistes, puisqu'il s'agit après tout d'une conférence de presse. Qui pourraient nous écouter à distance, on vous invitera à vous déplacer au micro qui est tout juste de l'autre côté de la colonne. Format standard, non, média, s'il vous plaît, juste question qu'on puisse s'y retrouver. Si la question s'adresse à une personne en particulier, juste l'indiquer comme ça fluidifiera peut-être le processus. Et également, une question, une sous-question au besoin, puis si le temps le permet, on fera un deuxième tour. Sur ce, la parole est à vous. Le micro est disponible tout juste de l'autre côté de la colonne. Bonjour, Laurence Foyer. Laurence Foyer, Nouveau Info. Dans un premier temps, vous avez parlé des difficultés budgétaires qui attendent peut-être l'université. Dans un premier temps, est-ce que ces restrictions-là se font sentir? Est-ce qu'on a dû mettre sur pause des projets? Est-ce qu'il y a des impacts de ces difficultés budgétaires? Oui, merci pour la question. C'est évidemment un enjeu important pour l'université. On a, au printemps passé, présenté un budget à l'équilibre et toutefois, ça s'est fait par l'intermédiaire pas nécessairement de coupures, mais de reports de projets de l'ordre de 26 millions. Donc, on avait des projets en cours, il y a des projets qu'on a mis sur pause, il y a des projets qu'on a étalés dans le temps et c'est ce qui nous a aidé à présenter un budget équilibré. On travaille avec l'ensemble de nos unités pour l'année à venir parce qu'on pense que 2026-2027 sera également difficile. Donc, on se prépare, l'ensemble de notre communauté se prépare à faire face à ces enjeux-là. Ça bouge rapidement, on essaie de rester agile, de rester proactif, et ça va se définir en cours d'année. Bon, vous parlez que l'Université a mis toutes sortes de mesures en place pour essayer de limiter l'impact de ces restrictions budgétaires-là. Bon, on pense au stationnement, par exemple, les hausses des tarifs, l'étalement des plages horaires. Je pense qu'il y a des étudiants quand même qui ont peur que ces mesures-là qui permettent peut-être à l'université de faire plus d'argent aient un impact sur leurs finances. Je vais laisser René répondre, mais il faut comprendre que les stationnements c'est autofinancé. Évidemment, on ne veut pas prendre l'argent qui est dédié à l'enseignement et à la recherche pour payer l'entretien de nos stationnements. Donc, c'est vraiment, on le considère à part et c'est dans cet ordre des choses-là que cette mesure a été prise. René? Peut-être juste rajouter qu'on a changé le modèle d'affaires. On était avant sur 12 mois. Donc, aujourd'hui, vous payez au mois. Pendant que vous allez prendre vos vacances, j'espère que vous allez stopper votre abonnement pour ne pas payer ce mois-là. Donc, ça fait partie du concept. André l'a mentionné, on a un enjeu qui s'en vient. Donc, le stationnement du PEP, c'est un stationnement qui date de 1972. On est rendu à 53 ans. Pour ceux qui le fréquentent, vous avez vu évidemment son état. Son état va nécessiter plusieurs dizaines de millions de dollars de réparation à venir dans les prochaines années. Il faut qu'on commence à accumuler ces montants-là pour ne pas laisser à ceux qui vont nous suivre cette dette-là. La façon de faire, c'est soit d'augmenter de façon importante, évidemment, les droits d'utilisation des étudiants et des employés. Plutôt que de faire ça, on va répartir en termes d'équité à l'ensemble des utilisateurs au stationnement, et c'était ce qui est évidemment
On a le PEPS, mais dites-vous que dans 10 ans, ça va être le Desjardins, qui est un stationnement intérieur qui sert de fondation également, et que dans 20 ans, on va faire le pavillon Landry également. Donc, il faut qu'on prévoie dans le temps. Je pense que la direction se positionne pour que ceux qui vont nous suivre aient évidemment cette capacité-là à faire ces réparations-là. Votre question en lien avec le financement des universités. La situation est très préoccupante au Québec, notamment dans une période où on a besoin de talents, de personnes qui ont des compétences avancées dans tous les secteurs pour pouvoir améliorer notre compétitivité, innover, faire en sorte qu'on puisse atteindre la souveraineté alimentaire. On en a parlé, si je prends cet exemple-là qui est quand même assez critique. On a une province, un pays qui est confronté à des tarifs, à une situation de relations économiques avec un partenaire qui nous nourrissait en grande partie. Et là, on se dit comment allons-nous, nous, prendre le dessus, être très, très innovants, intégrer les technologies, développer des nouveaux professionnels et faire en sorte que le Québec puisse avoir une plus grande souveraineté alimentaire. Et ça passe par les universités et du financement dans les universités. Alors, il y a une préoccupation qu'on doit avoir, tous les citoyens et citoyennes du Québec, à l'effet qu'on a besoin de ces talents pour faire face à ce qui se présente à nous actuellement. Cette guerre commerciale, ces tensions géopolitiques ne font qu'illustrer la valeur et l'importance de développer chez nous ce talent et d'avoir la capacité d'innover. Bonjour tout le monde. Peut-être pour rebondir sur la question de ma collègue, plusieurs défis ont été abordés pour la prochaine année, que ce soit en termes de financement évidemment, d'entretien des bâtiments, diminution du nombre d'étudiants étrangers. J'aimerais vous entendre, quel est le plus gros défi auquel fait face l'Université Laval pour la rentrée? Vous les avez nommés, hein? C'est pas mal l'ensemble de l'œuvre. En fait, c'est une tempête quand même assez importante, une conjonction d'effets, que ce soit les étudiants internationaux, que ce soit le maintien de nos actifs immobiliers, de nos actifs en termes de personnes, l'attraction de talents. Donc tout ça fait partie. Et évidemment, notre principale volonté, c'est de préserver l'excellence et la qualité de l'enseignement et de la recherche. Donc ça, c'est notre mantra. On veut absolument préserver tout ça. Donc on met tout en place pour y réussir. Et toutes les initiatives en termes d'intelligence artificielle vont nous aider dans ce sens-là. Donc, et ça bouge très vite. Donc peut-être un des défis importants, c'est la vitesse auquel ça bouge tout ça. On doit s'adapter rapidement. On fait des ajustements constants. Alors, ce n'est pas suffisant de faire un budget en début d'année, puis d'arriver en fin d'année, faire les états financiers. On doit être réactif au fur et à mesure et d'être proactif également pour prévoir ce qui s'en vient. Moi, j'ajouterais à ça des commentaires très pertinents qu'André vient de partager, mais plus largement, je pense que le défi, c'est que dans une période de crise comme celle que l'on vit actuellement, puis on commence à peine à en sentir tous les effets, là, on peut être tenté de perdre le focus sur une de nos plus grandes richesses au Québec, c'est le talent. C'est ces personnes que l'on forme pendant des années, là, de la petite enfance à l'école secondaire, cégep, jusqu'à l'université, et oublier que ce sont ces personnes qui vont relever des défis importants comme ceux qui se présentent à nous. Alors, ce qui veut dire, si on pense que tout va continuer comme avant, en ne finançant pas les universités, l'enseignement supérieur à la hauteur de ce qu'il faut faire. Je ne dis pas qu'il faut déborder là, de cadeaux, mais quand même, au moins rattraper la moyenne des universités canadiennes serait une cible très raisonnable pour le réseau. Mais il ne faut pas perdre de vue que pour faire des grands projets, on a annoncé d'énormes projets au Québec, d'infrastructures, de déploiement. Si on n'a pas le talent de développer les nouvelles entreprises, de mettre en œuvre des nouvelles idées, ce sera d'autres pays qui viendront nous offrir les solutions et on passera à côté d'une opportunité incroyable.
Moi, je pense que ça, c'est une des plus grands défis que nous avons à relever collectivement au Québec dans les prochaines années. Peut-être une petite précision concernant l'offensive formation sur l'intelligence artificielle. Si j'ai bien compris, tout ça se fait de façon volontaire. Il n'y a pas de formation obligatoire pour vos étudiants? Ou comment ça fonctionne en fait? Effectivement. Des formations, on en offre depuis déjà un bon moment. On intensifie, par exemple, cette année. Mais je dirais qu'il y a beaucoup de formations sur une base volontaire, puis c'est pour l'ensemble de la communauté. Les étudiants ont accès à toute une gamme de formations qui sont en ligne à la bibliothèque, les employés de l'université. Il y a beaucoup de formations pour adapter l'enseignement aussi, donc au niveau du corps professoral, du corps enseignant. De plus en plus, ce qui se déploie à l'université dans les programmes, c'est vraiment de la formation en IA, adaptée, je dirais, au sujet d'enseignement. Fait que de plus en plus, on voit ça se déployer là, vraiment à l'échelle des programmes, puis dans une approche qui est plus spécifique à chaque programme. Puis, c'est pas partout la même chose, mais dans certains programmes, dans plusieurs programmes, il y a de la formation obligatoire en IA. Puis on en voit de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus cette importance de former les étudiants avec ces compétences-là. Alors, je dirais qu'il y a tous les niveaux là, qui se déploient à l'université. Il y a vraiment un niveau plus générique, très, très accessible, peut-être sur une base volontaire, mais du côté, là, je parle spécifiquement du côté des étudiantes et des étudiants, on descend vraiment là, dans les programmes avec des formations qui sont beaucoup, beaucoup plus spécifiques, puis dans plusieurs endroits qui deviennent des formations qui sont partie inhérente des programmes. Et juste pour préciser, j'ai bien compris, il n'y a toujours pas de guide, par contre, à l'échelle de l'université sur des grands principes à adopter en enseignement. Avez-vous? Oui, il y en a. Il y a, ça fait un bon moment, ça fait certainement 1 an qu'on a publié des principes directeurs en IA qui servent effectivement de guide là, du côté. Puis le travail se poursuit là, dans ces principes-là pour élargir tout ça, puis je dirais préciser aussi justement ces guides-là, puis les conduites aussi, puis au fur et à mesure que notre connaissance aussi s'agrandit par rapport à l'IA, parce qu'on s'entend que ça se développe très, très rapidement, c'est que notre connaissance, elle change de mois en mois, mais nous autres, on perfectionne aussi nos outils, nos guides, nos principes directeurs. Et on en a à l'université, et il y a des comités qui continuent ce travail-là, pour déployer toujours plus d'outils. Question. Oui, bonjour, Alexandre Pinchot, Radio-Canada. Juste une petite précision sur les étudiants étrangers. Vous avez mentionné une baisse de demande d'admission. Est-ce que j'ai bien compris 60 par rapport à l'année dernière? C'est 46 la moyenne québécoise. Est-ce que vous attendiez à une baisse aussi importante? Ben, on ne souhaitait pas une baisse aussi importante. On l'a constaté au printemps. Donc, c'est des demandes d'admission, donc les demandeurs qui ont afflué en moins grand nombre. On avait eu dans les dernières années une hausse importante. Donc, il y a peut-être un ajustement, mais c'est allé bien au-delà de l'ajustement. Pour que ça se reflète là, en une baisse des inscriptions aussi élevées, on est à peu près, là, si on compare l'automne 2024 à l'automne 2025, à peu près à moins 25 %. Évidemment, c'est difficile d'évaluer les nouvelles inscriptions à la rentrée parce qu'elles évoluent dans le temps. Vous avez suivi dans les médias dans les dernières semaines les difficultés que certains candidats ont eu à obtenir leur permis d'études. Bien évidemment, il y en a qui n'arrivent pas à l'obtenir et donc se désinscrivent à la dernière minute. Donc, c'est un chiffre qui est voué à fluctuer encore pour quelques semaines. Mais chose est certaine, là, on est à peu près à 50 % de moins de nouvelles inscriptions par rapport à 2023, qui est pour nous l'année de référence où la chute a débuté. Et vous avez mentionné les conséquences là, sur la recherche, la francophonie. J'imagine qu'il y a aussi des conséquences au niveau financier. Bien, c'est un manque à gagner, on ne se le cachera pas. Évidemment, comme André l'a mentionné, on a eu une croissance extraordinaire du nombre d'étudiants collégiens québécois qui vient en quelque sorte compenser, ce qui fait en sorte qu'on s'attend à une hausse générale des nouvelles inscriptions par rapport à l'année dernière. Cependant, c'est sur le point de vue financier, mais c'est un manque à gagner, c'est des sous
qui ne sont plus là, mais qui auraient pu être là si les étudiants avaient afflué. Mais ce n'est pas l'impact le plus important. L'impact financier est très important, mais le plus important pour nous, c'est tout ce qu'apportent les étudiants internationaux à l'expérience étudiante de notre communauté. Donc, c'est une diversité, ils sont intégrés dans des salles de cours, dans des groupes de recherche, et ils viennent enrichir l'expérience de l'ensemble de nos étudiants. Et on l'a mentionné à d'autres occasions, notamment dans le mémoire qu'on a présenté, au niveau de la recherche, au deuxième et troisième cycle, c'est environ 50% de nos étudiants qui sont internationaux. Au niveau du doctorat, c'est encore plus élevé. Dans certains programmes du secteur de la santé ou de la science et du génie, c'est jusqu'à 70% des étudiants dans des laboratoires qui sont internationaux. C'est un enjeu de capacité de recherche, c'est pas juste un enjeu c'est pas un enjeu de revenu, c'est un enjeu de, Sophie mentionnait notre capacité d'innovation, le rôle que les universités jouent dans la société. Sans les étudiants internationaux, nos capacités de recherche vont être amoindries, puis avec moins de capacités de recherche, on a plus de difficultés à recruter des professeurs à l'international ou des champions qui vont choisir d'autres universités, et bien, notre recherche pourrait en souffrir. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, Gabrielle Quentin avec Le Soleil. Je rebondis un peu sur le dossier du stationnement. Il y a beaucoup d'étudiants qui se sont montrés assez critiques de la nouvelle formule de paiement pour les stationnements. Est-ce que vous seriez prêt peut-être à vous asseoir avec la communauté étudiante pour essayer de trouver un terrain d'entente dans ce dossier-là? On a déjà eu des discussions. Je vois ici les membres de la CADE qui avaient des enjeux, par exemple, avec le POB. Alors, se poser des questions par rapport aux gratuités. Alors, on va faire un projet pilote avec eux pendant les 2 prochains mois pour voir, évidemment, quel est l'impact en leur offrant un code qui permet à une personne qui vient de l'extérieur de stationner pendant 2 heures, justement. C'est le genre de choses qu'on va regarder. On le fait aussi, on regarde également avec les fins de semaine, dans les activités au niveau du service des activités sportives. Évidemment, le SAS était quand même assez préoccupé. Les fins de semaine, évidemment, à 1,30 $, un maximum de 5,20 pour la journée, ce n'est pas vraiment un tarif qui est hyper cher, mais on commence à mettre vraiment une petite tarification à ce niveau-là. On a essayé de faire ça prudemment, de faire ça avec des tarifs qui étaient corrects, mais on n'a pas le choix. L'équité, ça ne peut plus être juste des personnes de semaine, évidemment, qui vont payer pour l'ensemble des stationnements. Juste pour vous dire que ce matin, on avait 6050 abonnements qui étaient déjà en ligne, qui étaient déjà vendus. On va bientôt fermer les stationnements économiques parce qu'on va arriver à la limite du stationnement économique. Un des avantages qui est intéressant pour l'avoir vu, parce que moi j'ai un bureau dans le ciel, là, au 17e étage de la tour, c'est de voir les stationnements qui étaient avant de niveau 1, qui n'étaient pas tout à fait complètement utilisés, les 2 qui débordaient. Aujourd'hui, avec la façon dont on a retravaillé ça, c'est premier arrivé, premier servi, l'ensemble des stationnements, sauf économiques, qui sont évidemment dans cette situation-là. Je pense que ça peut être bénéfique pour l'ensemble de la communauté. Puis je comprends que la motivation derrière ce changement-là, c'est essentiellement de prévoir pour les prochains stationnements qui seront. C'est capable de prévoir pour l'avenir, ne pas laisser une dette à ceux qui vont nous suivre, que ce soit nos employés, nos étudiants, une nouvelle direction. Il faut s'assurer qu'on met en place ce que ça prend. Jusqu'à maintenant, on avait un fonds de maintien d'actifs qui permettait de resurfacer, par exemple, les stationnements extérieurs, de refaire du lignage. Mais quand on va rentrer dans des infrastructures qui supportent des bâtiments ou qui sont quand même plus difficiles à intervenir, vous avez jusqu'à prendre au complexe G quand ils ont fait des travaux importants au niveau évidemment du stationnement. C'était la fondation, donc c'était quand même, il faut le prévoir pour l'avenir. Merci beaucoup. C'est ce qui compte pour aujourd'hui. Je vous rappelle que les différentes intervenantes et intervenants sont disponibles pour entrevues individuelles au besoin s'il faut pousser un peu plus. À toutes et à tous, en présence ou à distance, merci d'avoir assisté à cette conférence de la rentrée. Et très bonne rentrée.